Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes députée européenne Les Républicains. On va revenir d'ailleurs sur le discours d'Emmanuel Macron et ses pistes pour réformer l'Union européenne. Mais évidemment, je vous interroge aussi sur la situation de la droite au lendemain de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, dont vous avez toujours été très proche, vous vous reconnaissez encore en lui ? Bien sûr, je me reconnais en lui, dans ce qu'il a apporté pour la France, dans sa vision internationale, dans son implication aussi dans notre famille politique. Bien sûr, je me reconnais encore en lui, bien sûr. Son implication D'ailleurs, j'aurais bien aimé dans votre famille politique que son expérience internationale soit plus utilisée par Emmanuel Macron. J'aurais bien aimé qu'il le missionne pour aller rencontrer Vladimir Poutine, parce que lorsqu'il y a eu la crise en Géorgie, le président Sarkozy a lui obtenu des résultats. À l'époque, c'était Medvedev qui était au pouvoir, et sa force d'explication, sa force de convaincre, je pense, pourrait apporter une aide importante dans cette crise. Encore aujourd'hui, vous vous dites qu'il faudrait faire appel. Et pourquoi pas ministre des Affaires étrangères, d'Emmanuel Macron ? Non, parce que je ne vois pas un ancien président de la République devenir ministre des Affaires étrangères. Il a un statut particulier. Mais en revanche, qu'il soit missionné dans ce cadre international de négociation, comme il avait su d'ailleurs le faire dans la libération des infirmières libyennes. Je pense que franchement, je lui ai dit, et ça fait très longtemps que je lui ai dit, depuis qu'a démarré cette crise entre la Russie et l'Ukraine, je crois qu'il aurait un rôle important à jouer. Mais pardon, je vous posais aussi la question de son rôle. Vous avez dit son implication dans notre famille politique. Vous trouvez qu'il est vraiment présent dans votre famille politique aujourd'hui ? Il est le président de cœur des Républicains. Bon, il l'a été, il reçoit beaucoup de parlementaires qui viennent le voir. Après, il s'est retiré de la vie politique élective, on va dire. Pas complètement. Quand on écoute certains de ses proches, il a fait savoir qu'il était à la manœuvre, qu'il voulait emmener des députés Les Républicains dans une grande coalition macroniste. Ça vous paraît acceptable, ça ? Ou peut-être vous ne voulez pas le croire ? Non, mais c'est-à-dire que je pense que personne n'est porte-parole de Nicolas Sarkozy, et que s'il a quelque chose à dire, plutôt que d'entendre des rumeurs et de lire des choses, je préfère que ce soit lui qui s'exprime. Mais il fera le bienvenu, il n'y a aucun problème pour venir s'exprimer lui-même sur ce sujet. Moi, personnellement, je ne vois pas, et je l'avais dit d'ailleurs à Emmanuel Macron le 1er juillet 2017 dans l'hémicycle du Parlement européen, mais là nous étions... ça, vous allez me raconter nous étions invités. On va parler de l'Europe, mais non, mais c'est sur le sujet sur lequel vous m'interpellez, c'est qu'il était jeune président élu face à Marine Le Pen, et moi je lui avais dit, la France est fracturée, vous avez un devoir, c'est de la réparer. Et donc, il aurait pu faire une grande allocution devant les Français et de dire, voilà, ma mission c'est de réparer la France, et donc je propose un contrat de gouvernement à l'opposition. Il ne l'a pas fait. Donc, s'il s'agit de débauchage personnel ou individuel avec une volonté de faire renoncer à ceux qui le rejoignent à leurs convictions, c'est non. Je le dis très clairement. Mais vous qui parlez avec Nicolas Sarkozy, vous ne considérez pas que Nicolas Sarkozy aurait pu accepter cette forme de compromis ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 3-4 parlementaires qui étaient issus de notre famille politique, en effet, qui ont l'air de s'en aller, alors qu'on nous annonçait un départ de 50 parlementaires. Il y en a beaucoup qui étaient partis avant. Beaucoup, non, pareil, pas beaucoup. L'ancien Premier ministre, par exemple. Enfin, l'ancien Premier ministre, oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Éric Woerth, c'est quelqu'un que vous avez longtemps estimé. Aujourd'hui, il est aux côtés d'Emmanuel Macron. Il sera investi. Non, mais ça, si vous voulez, des personnalités qui, comme Éric Woerth, qui préside la Commission des Finances, qui dit pique-pendre sur la gestion de Monsieur Macron pendant cette dernière législature, et qui, au final, va rejoindre Emmanuel Macron, je le laisse juste se regarder dans la glace. Quand on trahit à ce point-là ses convictions, voilà, pour moi, c'est une faute politique. On n'accepte pas, pour pouvoir sauver un siège de député ou pouvoir entrer dans un gouvernement, de renoncer à ses convictions. Mais ça n'a pas de sens. Je reviens à Nicolas Sarkozy parce que je me dis, quelqu'un comme vous doit quand même avoir une forme peut-être de regret qu'il ne se soit pas au moins impliqué un minimum dans cette campagne. Mais je pense qu'il a reçu Valérie Pécresse, qui lui a donné des conseils. Peut-être ne les a-t-elle pas écoutés non plus. Je veux dire, faut arrêter de faire porter le chapeau à Nicolas Sarkozy en permanence. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui n'a pas été dans un soutien, qui n'a peut-être pas été demandé d'ailleurs, il faut... Elle aurait dû le demander davantage, peut-être. Ou en tout cas, exprimer davantage son besoin de Nicolas Sarkozy. C'est à eux à régler leurs problèmes ensemble. Visiblement, les comptes sont pas bons. Et j'en parle d'autant plus que ce sont une question de compte, puisque Valérie Pécresse aurait
renvoyer les dons que Nicolas Sarkozy a fait pour renflouer les caisses de sa campagne. C'est-à-dire que c'est vraiment un refus absolu. Elle trouve que c'est indigne. Je pense qu'il y a évidemment entre eux un litige, c'est clair. Donc voilà, mais je pense que c'est de longue date au final, et je pense aussi que Nicolas Sarkozy, vous savez, c'est lui qui a gagné la campagne en 2007. Mais moi qui ai fait partie de son équipe de départ, je peux vous dire que on a commencé à travailler sur cette élection présidentielle, techniquement je parle, depuis 2004. En 2004, c'est-à-dire 3 ans de préparation, et avec une expérience très importante qui était la sienne, puisqu'il avait été maire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il était mieux préparé, il avait plus bossé que Valérie Pécresse. Je pense qu'il est... Non, mais Valérie Pécresse a d'énormes qualités. C'est une femme intelligente, c'est une femme compétente, c'est une excellente gestionnaire. Je pense aussi que le dispositif que nous avons choisi de désigner notre candidat par une primaire fermée est aussi mauvais que la primaire ouverte. Donc, moi, je le dis très clairement à votre micro ce matin, il n'y aura plus de primaire. En ce qui me concerne, de toute façon, je ne soutiendrai pas un dispositif où il y aura une primaire. Celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle devra, ou celle d'ailleurs, devra être candidat à la tête du parti, parce qu'un parti politique doit être incarné par un candidat à l'élection présidentielle. Il n'y aura plus de primaire, vous ne l'accepterez plus. Il faudra qu'il y ait une sorte d'évidence, un candidat qui tombe du ciel. C'est une machine de destruction massive d'un parti politique, comme le Parti socialiste d'ailleurs. Mais vous allez vous décider comment? Pour vous, c'est Laurent Wauquiez. Ça y est, de toute façon, on l'a supprimé de nos statuts, donc il n'y aura plus de primaire. Et ensuite, ceux qui ont cette ambition... Si c'était demain, vous diriez Laurent Wauquiez candidat. Laurent Wauquiez a toutes les qualités pour être candidat à cette élection présidentielle. Mais on l'entend plus. On l'entend plus. Attendez, là, il y a les élections législatives et c'est dommage parce que vous l'auriez entendu samedi, il est venu au Conseil national des Républicains, il a fait un très beau discours. À vous, mais c'est vrai qu'il s'adresse peu aux Français. Mais c'est le temps, quand le temps sera venu, il parlera. Voilà. Mais la personnalité qui voudra être candidat à l'élection présidentielle devra être candidat à la présidence du parti dans l'objectif de préparer cette échéance qui est cruciale pour porter des convictions. Un parti politique, ça porte des convictions. Voilà. Donc, ça doit être incarné. Vous avez encore cette énergie, on le sent bien, mais vous avez des regrets quand même globalement. Ah oui, j'ai des regrets. Finir à 4,78, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas que Valérie Pécresse, que j'aiderais d'ailleurs financièrement. Parce que vous ferez un chèque? Oui, parce que je considère que nous avons collectivement choisi ce dispositif, on en voit les défauts, on en est tous responsables, et je considère qu'une candidate ou un candidat à l'élection présidentielle ne devrait pas être réservé qu'à des personnes qui plus tard pourraient se présenter parce qu'il y a des risques financiers. Donc oui, je participerai à cette collecte de fonds. Vous avez de ces nouvelles d'ailleurs de Valérie Pécresse? Oui, j'ai eu de ces nouvelles. Voilà, je pense que ça a été aussi un choc pour elle. Je pense qu'elle avait une volonté qui était d'emmener notre famille politique à la victoire. Voilà, donc maintenant ça a été un désastre électoral. C'est comme ça. Il faut passer maintenant, il faut tourner cette page. Maintenant, nous sommes engagés dans les élections législatives. Nous avons 577 candidats et 100 députés sortants qui ont fait un excellent travail sur le terrain. Et moi, je pense que tous les Français qui nous écoutent doivent comprendre que face à Emmanuel Macron, il y aura besoin de députés qui sont en capacité de le contraindre sur des textes pour pouvoir apporter de la sécurité dans notre pays. De nous le dire parce qu'il y a une forme de confusion. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui distingue votre droite d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui votre parti d'un parti comme celui de... Pardon, mais c'est quand même difficile. Quand je reparlais, mais ça crée une confusion quand on a quelqu'un comme Éric Woerth qui a été un des piliers de votre formation, qui aujourd'hui, on se dit, il y a peut-être pas tant de différence que ça quand même. Non, mais il devrait se rappeler. Je comprends que ce soit difficile à expliquer. Vous savez, j'étais dans le même gouvernement qu'Éric Woerth et nous avons fait ensemble... Qu'est-ce qui fait que vous restez et que lui il part? Il part sans doute pour des raisons personnelles. Moi, je reste pour des convictions. Voilà, donc c'est pas la même chose. La différence entre Emmanuel Macron et nous, c'est que nous, quand nous avons mis sur le chantier la réforme des retraites, nous sommes allés au bout. Là, vous voyez bien qu'Emmanuel Macron nous parle d'une réforme des retraites qu'il avait mis en chantier pendant longtemps. Rappelez-vous. Donc c'est pas une différence de nature, c'est une différence éventuellement de curseur.
Non, Vous êtes d'accord sur le fond, simplement. Vous le feriez, lui le fait pas. Lui, dans les actes, c'est une catastrophe. La réforme des retraites n'a pas été faite. Vous avez les mêmes idées, mais vous le feriez différemment. Non, mais la réforme des retraites n'a pas été faite. L'insécurité est galopante. La loi sur la sécurité intérieure, la LOPSI, la loi pour la programmation sur la sécurité intérieure, ils nous en proposent une à la fin du quinquennat, alors que ça devrait être au début du quinquennat, mais pour donner les moyens sur la sécurité. De méthode, ça, vous êtes d'accord sur le fond, vous ne feriez non, je suis pas d'accord. Non, mais Madame Apolline de Malherbe, je peux pas être d'accord ni sur le fond, ni sur la forme, ni sur la méthode, puisque rappelez-vous ce qu'a écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter le 4 mai 2017. Faut que vous me le rappeliez, je l'ai pas. Quand si Marine Le Pen est au second tour, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Et il faut que le pays aille mieux. Eh bien là, Marine Le Pen a été au second tour, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas eu de résultat et que le pays ne va pas mieux. Et donc réforme des retraites, endettement de notre pays, insécurité galopante, immigration non contrôlée. Mais vous croyez que ça, c'est une politique de droite? Mais pas du tout. Les finances publiques mal gérées au point où on a une dette qui est exponentielle à 116% du produit intérieur brut. Une gestion de la crise Covid qui a été une catastrophe. Maintenant, tout le monde dit c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Non, ça a été une catastrophe. Le quoi qu'il en coûte, on aurait fait, nous, le quoi qui est nécessaire, pas le quoi qu'il en coûte. C'est l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est un très mauvais gestionnaire. Il parle beaucoup, il séduit beaucoup. C'est un séducteur, Emmanuel Macron. Mais pour le reste, dans les actes, il n'y a rien. La droite, c'est des députés qui agissent, qui contrôlent le gouvernement, qui proposent et qui sont responsables. C'est un parti, le gouvernement. Et donc, voilà, moi j'entends avoir des députés qui, comme ils l'ont fait, ont été des députés responsables et contraindre Emmanuel Macron à ramener dans notre pays la sécurité, la bonne gestion, la maîtrise de l'immigration. Et quand vous voyez qu'Emmanuel Macron disait en 2018 qu'il fallait fermer des réacteurs, 15 réacteurs de mémoire, je ne sais plus, il fallait fermer des réacteurs et mettre par terre notre filière nucléaire. Et là, aujourd'hui, il dit tout le contraire. Oui, mais dans un sens, vous pourriez vous réjouir. Vous pourriez dire mieux vaut tard que jamais. Parce que gouverner, c'est prévoir. Quand il a dit face à Marine Le Pen au débat, il dit « Mais oui, j'ai été obligé de fermer Fessenheim, on n'avait pas fait de travaux depuis 2012. » Mais il signait l'acte de ses méfaits sur la filière nucléaire. En 2012, il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée de François Hollande. Ensuite, il a été son ministre de l'économie et des finances. Ça fait 10 ans qu'on supporte une mauvaise politique en termes énergétiques de François Hollande et Emmanuel Macron. Et ça se voit sur la facture de nos compatriotes. Et c'est comme ça que vous allez réussir à convaincre et à transformer les moins de 5% de l'élection présidentielle quand même en 100 députés. Vous pouvez l'espérer. Moi, je pense qu'il y a l'élection présidentielle d'un côté et il y a tous nos députés d'un autre qui sont très ancrés, enracinés dans notre territoire. Et je peux vous dire que ça, c'est la force des Républicains. Sont pas des élus virtuels, sont pas des élus des présidences de région, des présidences de département, des présidences de ville, maires et des députés. Bien sûr, et des parlementaires. Et nous détenons aussi le Sénat. Enfin, la présidence du Sénat exercée par Gérard Larcher, c'est ma famille politique. Nous avons aussi des parlementaires européens. Donc nous sommes la première force d'opposition, contrairement. C'est pas parce qu'on crie le plus fort. C'est parce que ressentent les Français. Hein. Non mais c'est parce que si vous croyez que parce que Monsieur Mélenchon crie le plus fort en disant n'importe quoi, en ayant un label avec son union de la gauche, j'espère qu'on en parlera. Allez-y, c'est le moment. Non mais je veux dire, quand on regarde que les Français, n'empêche qu'il bravo quoi, chapeau l'artiste. Il a quand même réussi. Quand vous demandez aux Français aujourd'hui qui incarne le mieux l'opposition, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi là où vous n'avez pas réussi. Si l'opposition, c'est de crier fort à la télé et de dire n'importe quoi, il réussit. Si l'opposition, c'est d'être avec le sens des responsabilités du gouvernement, de l'intérêt des Français, il y a des votes derrière, c'est nous. Mais les votes, vous faites à moins de 5%. D'accord, mais les votes... C'est pas virtuel. Oui, les votes à l'élection présidentielle, c'est un excellent orateur. C'est clair, mais quand vous regardez son programme, je demande aux Français qui regardent de près son programme. C'est une catastrophe pour le pays. Là d'ailleurs, ceux qui seront labellisés NUPES, c'est-à-dire la nouvelle union de la gauche, pour faire élire des députés qui, sous une forme d'escroquerie politique, disent aux Français il y aura Monsieur Mélenchon Premier ministre, c'est totalement faux.
Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Parce que le Premier ministre, c'est le président de la République qui le choisit, c'est nos institutions. Alors je sais que M. Mélenchon est contre nos institutions, mais enfin, ça reste quand même la 5e République. Mais il est issu de la majorité parlementaire. Et alors, c'est pas parce qu'il est issu de la majorité que quand Mitterrand était président, vous avez quand même eu des premiers ministres de droite. D'abord, moi je ne pense pas qu'ils gagneront cette majorité parlementaire. Ça c'est autre chose. Mais s'il la gagne, il pourrait tout à fait entrer à Matignon. Il pourrait choisir une autre personnalité que M. Mélenchon. On ne se désigne pas Premier ministre. Il n'y a pas de troisième tour à l'élection présidentielle. Pourrait choisir quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas de troisième tour à l'élection présidentielle. Maintenant, nous sommes dans les élections législatives, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais si cette coalition, dont je me réjouis d'ailleurs que certains socialistes aient décidé de se démarquer, parce que c'est quand même très grave, entre ce label anti-flic, ceux qui porteront ce label NUPES, c'est un label anti-flic, c'est-à-dire une haine des flics. C'est comme ça qu'ils le présentent. Vos adversaires, c'est quand même plutôt la France insoumise qu'Emmanuel Macron, j'ai l'impression, non? Non, vos vrais adversaires. Non. Moi, je pense que au-delà de nos adversaires politiques, nous, on a un projet à porter pour le pays. Donc, ils ont réussi à faire en sorte qu'ils sont vraiment l'opposition, même quand je vous écoute. Non, mais moi, quand je vois ce que j'ai vu sur les écrans télé et le discours de M. Mélenchon, entre ça, plus les lois qu'il suit. Le Burkini, d'ailleurs, un mot là-dessus, c'est la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France, c'est la décision d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, de rendre le port du Burkini autorisé. Oui, il fait partie de cette alliance. Ça, pour vous, c'est non. On sait que Laurent Wauquiez veut carrément couper le robinet des subventions pour la ville de Grenoble. J'observe aussi que Valérie Pécresse l'a interdit en Île-de-France aussi. Donc, vous voyez, c'est toute la différence qui existe, c'est que nous voulons respecter la culture et l'identité de la France. Le port du Burkini. Tandis que M. Mélenchon, lui, c'est le développement de la haine anti-police, c'est la suppression des lois islamiste pour lutter contre l'islamisme. Donc en fait c'est un label. Quand on voit le candidat qu'il avait choisi, Atta Bouaf là qui dit avoir jeté l'éponge, qui aurait été candidat sinon à Vénissieux. Voilà, mais tout ça est profondément scandaleux. Sans compter, je termine là-dessus, qui veut supprimer aussi lui en 2045, d'ici à 2045, toute notre filière nucléaire. Non mais il faut que ceux qui nous écoutent comprennent le désastre de ce que porte M. Mélenchon. Alors, il a beau le dire avec énormément de talent. Vous avez beaucoup de véhémence, vous aussi, pour le dénoncer. Moi, je trouve qu'il prend les gens que pour dénoncer des imbéciles, la majorité présidentielle. Moi, il fait partie aussi de mes adversaires, mais parce que les socialistes qui se sont démarqués de cet accord, j'ai bien compris, se sont grandis. Ont tout votre respect. Nadine Morano, hier, Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur l'Union européenne dans le cadre du Parlement. Vous n'y étiez pas? Non, les députés n'étaient pas conviés. Monsieur Macron a un problème avec la représentation élective, c'est-à-dire les représentants du peuple, les représentants élus. Nous n'étions pas conviés au sein du Parlement européen. Il y avait qui dans l'hémicycle? Je ne sais pas. J'ai pas reçu d'invitation, donc j'ai regardé la télé et c'était la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui était une idée de Monsieur Macron, où il y a eu une plateforme internet. Pardon, mais là j'aimerais bien quand même comprendre. 0,01% de la population européenne. Enfin voilà, c'est. Mais Nadine Morano, vous êtes parlementaire européenne, justement, le fait qu'Emmanuel Macron consacre un de ses tout premiers discours de son nouveau mandat à la question européenne, ça devrait vous plaire? J'aurais bien aimé qu'il nous fasse un discours devant les députés qui, eux, votent. Ils sont les représentants élus des peuples des États membres. Il le fait devant des gens, je ne sais pas s'ils ont été tirés au sort, comme la conférence... Mais il était venu en janvier s'adresser sur le climat. Oui, il était venu répondre à des questions, c'est la moindre des choses. Vous savez, la présidence de l'Union européenne dure 6 mois. Donc, ça va être fini au 1er juillet. On n'en tirera pas grand-chose. Sur le fond, l'idée d'avoir peut-être plusieurs cercles de décision au sein de l'Union européenne, ça ne vous paraît pas une avancée? Non, mais ça existe déjà, ça existe déjà. Non, moi, ce qui m'a choqué dans sa proposition, d'ailleurs, moi, j'ai voté contre. Il y a une résolution qui a été présentée au Parlement européen la semaine précédente sur la réforme, justement, de ce dont il a évoqué. Des modes de gouvernance de l'Union européenne. Oui, et sur le fait de de supprimer le vote à l'unanimité au Conseil et de passer à l'unanimité. C'est pas un gage d'efficacité, ça? De passer à la majorité qualifiée. Ah ben non, parce que là, si vous voulez, je sais qu'Emmanuel Macron est totalement fédéraliste. Il a une vision fédéraliste de l'Europe. Donc en fait, si vous voulez...
L'atout majeur de garder le vote à l'unanimité, c'est que quand vous avez les intérêts vitaux d'un pays, par exemple, qui peuvent être mis en danger, eh bien, vous ne pouvez pas l'adopter. On va prendre un simple exemple. Par exemple, vous voyez, sur l'embargo du gaz russe, quand on voit que la Hongrie est dépendante très majoritairement, à plus de 75% du gaz russe, quand l'Union européenne décide de faire De se passer du un gaz russe. embargo sur le gaz russe, et que les intérêts à court terme, là, à court terme et à moyen terme, et voire à long terme, de la Hongrie, comme d'autres pays, sont mis en cause. Mais s'il y a un vote à la majorité qualifiée et que ce vote passe, eh bien, les intérêts vitaux de la Hongrie, comme d'autres pays dans la même situation, se retrouvent menacés. Vous parlez Donc à moi, je l'instant- suis contre cela. Lui, il veut en finir avec l'Europe des nations. Moi, je suis très attachée à l'Europe des nations. Il faut bien comprendre que si un jour les intérêts vitaux de la France sont mis en cause, à cause d'Emmanuel Macron, à cause de ce vote à la majorité qualifiée qu'il veut mettre en place à l'Union européenne, la France peut être en danger. L'Ukraine dans l'Union européenne, oui, non? Mais l'Ukraine a le droit d'être candidate à l'Union Non, européenne. mais je veux dire, si vous étiez aux manettes, vous diriez Moi, oui, je non? suis contre tout élargissement à l'heure Y actuelle. compris à l'Ukraine, dans la situation dans laquelle elle est? Oui, bien sûr, y compris à l'Ukraine, parce que d'abord, il faut de la stabilité. Quand on rentre dans l'Union européenne, il y a des critères pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Et puis parce que je pense que 27, c'est déjà beaucoup. C'est difficilement gouvernable. Rajouter encore des pays qui arrivent dans l'Union européenne sans réformer notre mode de fonctionnement, ça n'est pas faisable, ça n'est pas crédible, ça n'est pas raisonnable. Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains donc, et attachée aux Républicains ce matin à mon micro sur RMC et BFM TV. Merci à vous, 8h53. Merci.